Spinoza est l'un des philosophes qui préfigurent les Lumières et le matérialisme. Mais au XVIIe siècle, sa conception de Dieu trop avant-gardiste lui vaut d'être chassé de la communauté des Juifs d'Amsterdam. Inspiré par la philosophie de Descartes sans être cartésien, Spinoza va mener ses propres réflexions philosophiques sur l'État et sur Dieu. Si son œuvre majoritairement publiée après sa mort est bien connue, la vie de ce juif marane extrêmement brillant l'est moins. C'est l'homme évoluant dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui les Pays-Bas, que je vais vous présenter dans un récit en 2 parties, en partenariat avec les éditions Hervé Chopin, à l'occasion de la sortie du dernier roman de José Rodrigues dos Santos, Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, épisode 1. Un juif portugais à Amsterdam. Nous sommes à Amsterdam le 27 juillet 1656. Ce matin-là, Baruch Spinoza entre dans la synagogue portugaise de la ville. Il a 24 ans. Malgré sa jeunesse, il est déjà connu de sa communauté, et pas en bien. Ses opinions sur Dieu et la foi sont jugées hérétiques, contraires à la religion, dangereuses même. Pour beaucoup de juifs d'Amsterdam, c'est un gâchis. Le jeune Spinoza était si brillant. Il aurait pu devenir rabbin. Mais il n'a pas choisi cette voie. Il a préféré suivre les sirènes de l'athéisme. Les hommes qui forment le Conseil des Anciens, le Mahamad, prennent place dans la salle. L'un d'eux prend la parole. Les messieurs du Mahamad vous font savoir qu'ayant connaissance depuis quelque temps des mauvaises opinions et des actes de Baruch Spinoza, ils s'efforcèrent, par différentes voies et promesses, de le détourner de sa mauvaise voie. Ne pouvant porter remède à cela, recevant par contre chaque jour de plus amples informations sur les horribles hérésies qu'il pratiquait et enseignait, et sur les actes monstrueux qu'il commettait, ayant de cela de nombreux témoins dignes de foi qui déposèrent et témoignèrent en présence du dit Spinoza, qui a été reconnu coupable, tout cela ayant été examiné en présence de messieurs les rabbins, les messieurs du Mahamad décidèrent avec l'avis des rabbins que le dit Spinoza serait excommunié et écarté de la nation d'Israël. Et puis l'anathème est enfin prononcé. Personne n'a le droit de communiquer avec lui, verbalement ou par écrit, ni de lui accorder aucune faveur, ni de se trouver avec lui sous le même toit ou à moins de 4 coudées, ni de lire aucun papier fait ou écrit par lui. Ça y est, le rérem est prononcé. Baruch Spinoza est officiellement excommunié. Quand il sort de la synagogue, il est un paria. Et pourtant, lui, il est convaincu d'être désormais un homme libre. Baruch Spinoza naît à Amsterdam le 24 novembre 1632. Son véritable nom est Bento de Espinosa. Ça sonne pas très hollandais, vous me direz. C'est normal, Spinoza est un juif portugais. Pour comprendre ce que les Spinoza font aux Pays-Bas, il faut revenir un tout petit peu en arrière, quelque temps avant la naissance de notre philosophe. Miguel de Espinosa, son père, est né au Portugal dans une famille juive. C'est probablement aussi le cas de sa mère Déborah. Mais au début du XVIIe siècle, le Portugal refuse obstinément le multiculturalisme. La reconquête est terminée depuis longtemps, le califat est tombé et les rois portugais et espagnols travaillent à la réunification de leur nation autour des valeurs chrétiennes. À ce titre, des mesures sont prises pour convertir ou chasser les musulmans et les juifs. À partir de la fin du XVe siècle, le roi de Portugal choisit la conversion forcée pour les juifs portugais. C'est ainsi qu'apparaissent les juifs maranes. Ce sont des chrétiens en apparence qui continuent à pratiquer leur foi israélite en secret. S'ils étaient découverts, les juifs maranes risquaient la mort. Pour échapper à un drame, les Espinosa se réfugient en Hollande où naissent leurs enfants au sein de la diaspora juive portugaise d'Amsterdam. Évidemment, le choix de la Hollande n'est pas le fait du hasard. En 1579, les Provinces-Unies, qui étaient jusque-là sous tutelle espagnole, deviennent indépendantes. Le nouveau pays compte beaucoup de protestants et de calvinistes. Comme c'est une république sans religion d'État, elle devient naturellement un refuge pour les Juifs. Ceux-ci vont participer au développement du siècle d'or,
Le XVIIe siècle aux Pays-Bas est incroyablement prospère grâce au développement du commerce dans le pays et à travers les nouvelles colonies. C'est un peu le berceau du libéralisme. Le père de Spinoza est lui-même marchand. On a longtemps cru que la famille des Spinoza était pauvre, mais ce n'est pas vrai. Le commerce du père est florissant et sa famille vit dans une belle maison à quelques pas seulement de celle du peintre Rembrandt. Miguel offre une excellente éducation à ses fils. Les archives étudiées dans le courant du XXe siècle semblent montrer qu'il a fréquenté une école juive, celle d'Etzraïm. Spinoza a donc une parfaite connaissance des textes bibliques et de la Torah. Il connaît l'hébreu puisqu'il accède aux textes et parle sans doute le portugais à la maison, une langue qui à cette époque est plus proche de l'espagnol. Il semblerait même qu'il ait été plus à l'aise dans ces langues qu'en latin et en hollandais. À partir de 1652, le jeune Spinoza, âgé de 20 ans, fréquente les cours d'un ancien jésuite nommé Franciscus Affinius van den Enden. Van den Enden est un hérétique. Il a été excommunié pour des raisons devenues opaques aujourd'hui. Mais à l'évidence, on lui a reproché d'avoir une pensée trop libre. Il est peut-être même athée, ce qui est au-delà du scandale au XVIIe siècle. Malgré ses tares, il est considéré comme un professeur de latin remarquable. Dans ses cours, il professe ses idées politiques. L'État doit bénéficier à tous les citoyens de manière égalitaire. L'éducation doit être accessible à tous, car elle seule permet d'agir vertueusement. J'exagère à peine si je vous présente Van den Enden comme un penseur des démocraties laïques. L'influence de la pensée de Van den Enden sur Spinoza est mal établie par les historiens et les philosophes, mais elle n'est pas anodine. Certains historiens pensent qu'il aurait même voulu épouser Clara Maria, la fille de son professeur. 2 ans après avoir commencé ses cours chez ce professeur hors du commun, Baruch Spinoza reprend le commerce familial avec l'un de ses frères suite à la mort de son père. Il a 22 ans et la vie devant lui. Il semble plutôt bon en négoce, même si l'étude et la philosophie gardent une place essentielle dans sa vie. Certains l'imaginent même rabbin. Il est adoré par les siens, qui reconnaissent son génie des affaires et son intelligence. Pour eux, il est promis un grand destin au sein de sa communauté, à laquelle il fait souvent des dons. D'ailleurs, il continue à fréquenter la Yeshiva Keter Torah, une école supérieure hébraïque où l'on étudie les textes sacrés. C'est sans doute là qu'il rencontre un homme qui va donner un tournant inattendu à sa vie. En 1655, le docteur Juan de Prado s'installe à Amsterdam, comme l'attestent les documents d'archives, dans lesquels il demande l'autorisation d'y pratiquer sa profession. Le médecin est un juif marane espagnol qui a déménagé dans les Provinces-Unies pour y vivre sa foi. Il a presque 20 ans de plus que Spinoza. Ses propres errances religieuses entre christianisme et judaïsme, ainsi que la rencontre de libres penseurs, ont modifié la foi de Juan de Prado. Il est manifestement devenu déiste. En gros, ce marane croit en un dieu, mais il prend ses distances vis-à-vis des religions. À la yeshiva, de Prado n'hésite pas à faire part de ses doutes et refuse les exégèses traditionnelles des textes sacrés. Les rabbins s'offusquent et les étudiants se disputent. Il y a d'un côté ceux qui veulent rester sur une lecture et une analyse traditionnelle des textes, et de l'autre, des étudiants prêts à moderniser leur conception du divin, à émettre des doutes ou à s'affranchir des dogmes. Formé par un ancien jésuite déjà très libre sur le plan religieux, vous comprenez bien que Spinoza se place d'emblée dans le deuxième groupe. Les positions de Prado sont gênantes pour l'époque. Il considère par exemple que l'âme meurt avec le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut au paradis. Une telle croyance risque de faire exploser le système de valeurs puisqu'on agit bien sur Terre à ce moment-là pour aller au paradis. Les querelles à la yeshiva sont si intenses que les rabbins dénoncent la mauvaise influence de Juan de Prado. Au début de l'année 1656, ils lui demandent de faire officiellement amende honorable devant la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Prado rentre dans le rang et confesse publiquement avoir péché. Mais les cours d'exégèse à la yeshiva ne s'avèrent pas plus calmes après les aveux insincères du médecin espagnol. C'est maintenant Spinoza qui défend des positions gênantes. Il doute de l'authenticité des récits bibliques et de la définition de Dieu. Ces argumentations font tourner de l'œil les rabbins et offusquent toute la communauté juive d'Amsterdam.
Laisser un hérétique s'exprimer librement parmi eux pour remettre en cause les saintes écritures risquerait de froisser les chrétiens de Hollande qui les accueillent. En effet, les juifs et les chrétiens partagent en partie les mêmes textes sacrés et aucun de ces groupes ne tolère alors l'athéisme. Il faut dire que la religion sert de levier politique pour fédérer les groupes sociaux et garantir leur obéissance à l'État. Bientôt, pour éviter le scandale, le Conseil des Anciens, le Mahada, se réunit et demande à Spinoza de faire amende honorable. Il préfère rester fidèle à sa liberté de penser car il place la quête de vérité au-dessus de tout. Face à son obstination, le Mahada prononce son rérem, son excommunication. Spinoza a 24 ans et il est désormais un paria exclu de sa communauté. Il n'a vraisemblablement plus le droit de travailler dans le commerce familial auprès de son frère. Mais cet état de fait ne semble pas l'avoir traumatisé. Dans les mois qui suivent, Spinoza reste sans doute proche pendant un temps de Juan de Prado qui est finalement excommunié l'année suivante. Comme il est rejeté par les siens, il loge probablement chez des amis. Il a beaucoup d'amis à Amsterdam parmi les intellectuels chrétiens libéraux. Spinoza va se choisir une devise latine, caoté, qui se traduit littéralement dans le Gaffio, le dictionnaire de référence en latin, par « prudemment », c'est-à-dire qu'il faut agir avec prudence. Ce n'est pas un appel à se refermer sur soi, car Spinoza aime le débat, mais il s'est rendu compte qu'on ne peut pas philosopher avec tout le monde. Et de fait, Spinoza va avoir besoin de prudence. Nous sommes à la Renaissance, et les fanatiques sont partout, excités par l'Inquisition et les prêches des religieux. Pour ces fous de Dieu, tuer un hérétique est un acte saint. Quelques mois après son excommunication, Spinoza marche dans la rue. Les premiers frimas annoncent l'hiver puisqu'il porte un manteau. Le jeune philosophe entend des pas précipités qui se rapprochent de lui. Il a à peine le temps de voir un homme se jeter sur lui en brandissant un couteau. Spinoza a révolutionné la philosophie occidentale au XVIIe siècle en repensant la place de Dieu dans l'univers. Il est l'un des précurseurs des matérialistes. Né dans une famille de juifs marranes installés aux Pays-Bas, il partage sa jeunesse entre l'étude des textes sacrés et le commerce familial. Mais à 24 ans, il est excommunié pour ses positions religieuses hétérodoxes. Mis à la marge de sa propre communauté, il devient la proie des fanatiques religieux. Je vous raconte la suite de son histoire en partenariat avec les éditions Hervé Chopin, où vient de paraître le roman de José Rodrigues dos Santos, Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, épisode 2, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Nous sommes à Amsterdam à l'automne 1656. Spinoza a été excommunié il y a quelques mois. Il est maintenant un paria pour sa propre communauté de juifs marranes. En osant prendre Dieu comme objet philosophique, en doutant de l'immortalité de l'âme, le jeune homme si prometteur de 24 ans s'est fait des ennemis. Il est devenu la cible secrète des fous de Dieu. Un jour, alors qu'il marche dans la rue, il se fait attaquer par un fanatique qui tente de le tuer en le poignardant. Spinoza parvient à se protéger et l'exalté prend la fuite. Le philosophe n'est pas blessé, mais il regarde avec horreur son manteau largement déchiré par la morsure de la lame. Il gardera toute sa vie ce vêtement pour se rappeler qu'il faut rester prudent face au fanatisme religieux. Caoté, prudence. À partir de la fin des années 1650, Spinoza gagne sa vie en taillant des lentilles optiques pour les lunettes et les télescopes. Il se fait une petite réputation d'artisan de premier ordre. Parmi ses clients, il y a le physicien et astronome Christian Huygens, qui est un peu le Galilée néerlandais. C'est lui qui a découvert les anneaux de Saturne. On comprend que la clientèle de Spinoza est en partie formée par des amis intellectuels avec qui il échange sur divers sujets. Au début des années 1660, Spinoza déménage plusieurs fois, d'abord à Rheinsberg, puis à Voorburg, près de La Haye. Ça lui permet de rencontrer d'autres intellectuels et de fuir sa condition de paria à Amsterdam. Le philosophe gagne mal sa vie, mais il mène une existence plutôt ascétique. Tout son temps libre est consacré à l'écriture. Il est probablement logé chez l'un de ses amis artistes ou intellectuels. On sait qu'il s'installe un temps chez son maître de latin, Daniel Tidman. En 1663, il publie Les principes de la philosophie de Descartes.
À 30 ans passés, il n'est pas encore reconnu pour sa propre philosophie et cet ouvrage promet de lui donner une belle visibilité. Il lui a suffi d'organiser sous forme de livre les cours qu'il a lui-même donnés à un élève sur le savant français. À ce stade, il est fasciné par la clarté de la pensée de Descartes et par sa méthode, bien sûr. Pour autant, Spinoza ne veut pas être considéré comme un simple philosophe cartésien. Il a une pensée originale et il commence à l'élaborer au fil de plusieurs manuscrits qu'il semble rédiger en parallèle. En 1670, il fait paraître de manière anonyme le traité théologico-politique. Évidemment, ses positions sont assez connues parmi les intellectuels néerlandais pour que l'identité de l'auteur ne reste pas mystérieuse bien longtemps. Dans cet ouvrage, Spinoza réfléchit au lien entre la religion et l'État. Il y refuse l'idée que des hommes d'Église puissent imposer des croyances dogmatiques. Pour lui, seul le savoir, les apprentissages permettent d'échapper aux superstitions et de se libérer. Or, si la religion devient un joug, elle se meut en outil de servitude. Cette pensée peut aujourd'hui nous paraître limpide et évidente, mais au XVIIe siècle, elle est révolutionnaire. Les hommes de Dieu dans toutes les religions sont alors très puissants. Par ailleurs, l'État et la religion s'épaulent souvent pour maintenir leur pouvoir. Inviter le peuple à penser par lui-même et défendre la liberté de philosopher peut donc être perçu comme un acte subversif. Et puis le philosophe va plus loin. Pour lui, les théologiens se trompent lorsqu'ils prônent une croyance aveugle dans les textes. Selon lui, rien dans les récits sacrés n'interdit le recours à la raison, bien au contraire. La raison libère de la peur et de la superstition. Dans la dernière partie de son ouvrage, Spinoza montre qu'on peut être libre de philosopher sans porter préjudice à l'État. Mais la forme d'État qui semble la plus compatible avec la liberté de philosopher, c'est la République. À cause de ses écrits, Spinoza est considéré comme un athée, ce qui est très grave à l'époque. Et d'ailleurs, Spinoza lui-même ne se dit pas ouvertement athée. Toutefois, il remet en cause l'autorité prétendument naturelle de l'État et de la religion. C'est pourquoi son livre sera censuré l'année suivante, mais il continuera à circuler sous le manteau à travers l'Europe. Ce texte est tellement moderne qu'il est encore d'actualité aujourd'hui pour penser nos propres démocraties. Vous l'aurez compris, la philosophie de Spinoza a une immense portée politique et ce n'est pas tout à fait anodin dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle. Au temps de Spinoza, les Provinces-Unies, qui vivent leur siècle d'or, sont une république. Au moment où le livre paraît, le grand pensionnaire des Provinces-Unies, l'équivalent d'un chef de gouvernement, est Johan de Witt. Il a favorisé l'essor du commerce maritime et permis à la Hollande de devenir l'une des grandes puissances européennes. Néanmoins, le pays est clivé. Les partisans de la République sont opposés à la vieille aristocratie militaire qui soutient la maison d'Orange-Nassau. Avec le soutien des orangistes, leurs partisans, cette famille aristocratique pourrait rétablir la royauté dans les Provinces-Unies. En 1672, les Provinces-Unies s'enlisent dans la guerre contre le roi de France, Louis XIV. Le peuple considère que Johan de Witt est responsable de leur défaite. Le prince Guillaume d'Orange en profite pour exciter le parti des orangistes. Le 20 août 1672, Johan de Witt et son frère sont attaqués par une foule orangiste en délire. On raconte que leurs cadavres criblés de coups de hallebarde ont été pendus par les pieds, puis coupés en morceaux et exposés en divers endroits de la ville de La Haye. Certaines parties de leur corps auraient même été dévorées. Mais là, il s'agit peut-être d'une légende. Spinoza est horrifié par ces meurtres d'une rare sauvagerie. Il prend alors ouvertement le parti des républicains, même s'il est capable de critiquer le fonctionnement du gouvernement, et il rédige même une affiche où les habitants de La Haye pourront lire ces mots « Ultimi barbarorum », qu'on pourrait traduire par « les derniers des barbares » ou « barbares jusqu'au dernier degré ». Mais Spinoza, comme à son habitude, vit alors chez des ennemis et ses hôtes s'inquiètent pour sa sécurité. Ceux-ci le dissuadent de placarder son affiche et l'enferment même dans la maison. Dévasté, Spinoza se serait écrié « Les monstres, les monstres !» Pour autant, le philosophe ne réclame pas vengeance. Pour lui, la haine appelle la haine. Il développera ce thème dans l'Éthique. C'est la raison qui doit maîtriser la violence et permettre le triomphe de la vertu. Mais dans la rue, on porte déjà au nu Guillaume d'Orange.
Celui-ci a l'intelligence de ne pas renverser les institutions, mais il s'impose à la tête des Provinces-Unies comme Statthalter, c'est-à-dire une sorte de chef militaire. Il se débrouille pour faire nommer ses partisans à tous les postes clés. Sur ces entrefaites, la réputation de Spinoza a passé les frontières. En 1673, Charles-Louis Ier, le grand électeur du Palatinat dans le Saint-Empire romain germanique, lui propose un poste à l'université d'Heidelberg. Il ne pose qu'une seule condition à son embauche. Le philosophe ne devra jamais porter atteinte à la religion. Dans le contexte de son époque, ça veut dire que Spinoza ne pourra pas produire de réflexion sur le divin. Sa liberté de philosopher est donc entravée et il refuse cette offre. Évidemment, c'est pas un caprice. Spinoza a déjà commencé à réfléchir à Dieu dans le livre qu'il est en train de rédiger, l'Éthique, et il n'est pas question de laisser ses concepts sous le boisseau. C'est dans cet ouvrage qu'il écrit sa célèbre maxime « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Spinoza décrit Dieu comme une substance présente partout, puis il précise que Dieu est la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure et nous-mêmes qui en faisons partie comme un petit fragment. Mais si Dieu est la nature, ça revient à dire de manière très élégante, ou un peu hypocrite, qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut de l'âme dans l'au-delà, pas de transcendance, pas de créateur divin qui récompense les bons et punit les mauvais. Et si Dieu est la nature, nous sommes tous déterminés par ses lois. En comprenant qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens religieux, on acquiert une réelle liberté. Spinoza devient ainsi le premier penseur de l'athéisme en philosophie. Une telle pensée pourrait complètement désorganiser les populations du XVIIe siècle pour lesquelles la religion sert d'armature morale plus que la loi. Mais Spinoza compense l'absence de règles de comportement destinées à plaire à Dieu par un sens personnel de la vertu, c'est-à-dire l'éthique. Rien n'est en soi ni bon ni mauvais. L'assouvissement de ses désirs procure de la joie et la vie en société doit être régentée par les règles fixées par l'État, sinon c'est la loi du plus fort qui s'impose et ce n'est pas souhaitable. L'éthique pousse ainsi à étudier comme un acte libérateur, mais elle explore d'autres thèmes, comme l'amour. Spinoza y distingue les notions d'amour et de possession. Être amoureux, ce n'est pas posséder l'autre, mais éprouver de la joie à l'idée qu'il existe, même si on ne le possède pas. Vivre selon l'éthique permet donc de mener une vie vertueuse qui met chacun sur le chemin de la joie. On pourrait synthétiser ça en une phrase. La sagesse, c'est le bonheur. Vous le devinez, à ce moment-là, Spinoza est en rupture totale avec la pensée judéo-chrétienne qui a tendance à fustiger les plaisirs et à faire l'éloge de la souffrance et de la contrition. Pour autant, peut-on vraiment dire que Spinoza a tué Dieu ? Il en a plutôt fait un concept intellectuel qui n'est pas dénué d'esthétique. Sa pensée très avant-gardiste inspira plus tard Nietzsche et Marx, ainsi que tous les philosophes matérialistes pour qui le bonheur est sur terre, dans la matière et non pas dans la spiritualité ou dans une après-vie. Dans les dernières années de sa vie, Spinoza continue à raffiner sa pensée en échangeant avec d'autres intellectuels. En 1676, par exemple, il débat de l'éthique avec le jeune scientifique Leibniz. Mais le philosophe s'affaiblit de jour en jour. Il est rongé par une maladie pulmonaire. On pense que la poussière de verre qu'il a respirée quand il polissait des lentilles a induit une pneumopathie. Il meurt le 20 février 1677, à 44 ans. Ses amis s'empressent de réunir ses manuscrits pour les faire imprimer. Spinoza ne voulait pas que ceux-ci soient signés, il considérait que la vérité appartenait à tout le monde. Mais ses amis apposent tout de même ses initiales sur les pages de garde. Ainsi paraissent le traité de la réforme de l'entendement pour la seconde impression, l'éthique, le traité politique, et l'abrégé de grammaire hébraïque. Spinoza croyait que l'esprit mourait avec le corps, et pourtant, il a donné une forme d'immortalité à son âme à travers son œuvre. Si Spinoza vous fascine, je vous propose de lire le roman biographique très documenté que José Rodrigues dos Santos lui a consacré. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, est paru aux éditions Hervé Chopin. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Christophe Davio. À la direction artistique et à la composition des musiques originales, Julien Tarot. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet.
Et moi, la plume et la voix au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.